Camille Moreau fixait l'écran fissuré de son téléphone, les chiffres rouges du réveil clignotant comme un avertissement silencieux. Il était déjà 6h33 du matin. Elle bondit de son vieux canapé-lit, repliant la couverture en vitesse, avant de jeter un coup d'œil vers la petite silhouette endormie dans le coin de la pièce. Léa, sa fille de 4 ans, dormait paisiblement, les bras en croix, le visage détendu malgré le froid qui s'infiltrait par les fenêtres mal isolées de leur studio à Lyon. Camille se dirigea d'un pas vif vers la kitchenette. Une cafetière à moitié cassée lançait des râles de protestation pendant que l'eau chauffait lentement. Il n'y avait pas de temps pour un vrai petit déjeuner. Une tranche de pain sec et un fond de jus d'orange devraient suffire. Elle griffonna un mot pour la nounou du rez-de-chaussée, une voisine âgée qui, par pitié plus que par affinité, acceptait parfois de garder Léa lorsque Camille devait partir tôt. Elle n'avait pas d'autre option. Son cœur battait plus vite que la trottinette d'un enfant dans une ruelle. Ce matin-là, elle n'avait pas le droit à l'erreur. Aujourd'hui, elle avait un entretien d'embauche à Paris, pas n'importe lequel. Après 8 mois de chômage, de petits boulots précaires et de nuits blanches à calculer comment éviter l'expulsion, Camille avait décroché une opportunité rare, un poste de gestion administrative chez Laurent Industries, une des plus grandes entreprises françaises. Si elle réussissait, elle pourrait enfin stabiliser sa vie, offrir une vraie chambre à Léa, retrouver sa dignité. Mais il fallait d'abord qu'elle y arrive. Elle attrapa son sac usé, s'assura que les photocopies de son CV étaient bien rangées et vérifia une dernière fois l'adresse sur son téléphone. Le train partait à 7h17 et elle devait prendre le tramway pour rejoindre la gare Pardieu. Le billet avait coûté presque tout ce qu'il lui restait. Elle n'avait plus de marge de manœuvre. 1 minute de retard et tout s'effondrerait. Dans la rue, le ciel était encore sombre, strié de nuages gris. Camille avançait d'un pas pressé, ses bottines martelant les pavés mouillés. Les feux tricolores semblaient à tous vouloir la ralentir. Les passants l'évitaient sans un regard. Elle pensa à Léa, à son regard plein de questions chaque fois qu'un avis d'huissier arrivait dans la boîte aux lettres, à cette assistante sociale qui lui avait glissé, entre 2 dossiers, que si sa situation ne s'améliorait pas, une évaluation familiale serait nécessaire. Elle pensa aussi à son ex-compagnon, disparu du jour au lendemain, laissant derrière lui dette, colère et une Camille plus forte qu'elle n'aurait jamais cru possible. Chaque pas vers la gare était une course contre l'abandon. Chaque seconde gagnée sur l'horloge, un point marqué contre le sort. Dans ses écouteurs, elle avait mis une chanson instrumentale, faute de mieux. Les paroles l'auraient distraite. Elle préférait le battement régulier de la musique à celui anarchique de son propre cœur. Quand elle arriva à la station de tramway, elle se faufila parmi les autres usagers, tapant du pied sur place en attendant le prochain. Il restait exactement 27 minutes avant le départ du train. Le trajet jusqu'à la gare prenait 12 minutes, si aucun incident ne survenait. Elle serra les poings dans les poches de son manteau, essayant de se persuader que tout irait bien. Le tramway arriva enfin. À l'intérieur, les visages étaient fermés, absorbés dans des téléphones, des journaux ou la simple fatigue du matin. Camille tenait sa sacoche contre elle comme si c'était un trésor. Son reflet dans la vitre lui renvoya une image qu'elle peinait à reconnaître. Cernes marquées, lèvres pincées, cheveux attachés à la hâte. Mais dans son regard, une flamme persistait. Celle de celles qui n'ont plus rien à perdre, sauf ce dernier espoir. Lorsqu'elle descendit à Pardieu, il était 6h57. Parfait. Il lui restait 20 minutes pour rejoindre le quai, respirer un peu, peut-être même relire ses notes. Elle accéléra le pas, esquivant les voyageurs, les valises, les vendeurs de café ambulants. Elle savait que son allure trahissait son anxiété, mais peu importait. Elle devait y arriver. C'est à 100 mètres de l'entrée de la gare que son regard croisa une forme étrange sur le trottoir. Un corps, étendu, immobile. Les passants faisaient un détour, l'ignorant avec une indifférence glaciale. Camille ralentit instinctivement, fronçant les sourcils. Était-ce un homme, un sans-abri, un ivrogne, ou quelqu'un en réel danger? Elle jeta un coup d'œil à sa montre. 6h59. Le train partait dans 18 minutes. Son cœur se serra. Un choix s'annonçait, cruel, brutal. Aider un inconnu au risque de tout perdre, ou l'ignorer, comme tout le monde. Elle resta figée une seconde de trop, tandis que le vent soulevait le col de son manteau. Dans sa poitrine, 2 battements, l'un pour sa fille, l'autre pour cet homme. Le temps, lui, ne faisait que fuir. Camille resta quelques secondes, figée,
incapable de détourner le regard de l'homme étendu sur le trottoir. Il portait un manteau trop grand pour lui, troué au coude, et ses chaussures dépareillées laissaient entrevoir des chaussettes humides et usées jusqu'à la trame. Autour de lui, des détritus s'amoncelaient, comme si même les objets refusèrent de rester à ses côtés. Les passants l'évitaient comme un obstacle encombrant, sans ralentir, sans s'arrêter, sans même jeter un regard. Cette indifférence ordinaire glaça Camille plus que le vent du matin. Elle jeta un coup d'œil rapide à l'entrée de la gare, si proche qu'elle aurait pu en distinguer les annonces au haut-parleur si elle s'était concentrée. Son train partait dans exactement 17 minutes. Elle savait, avec une précision douloureuse, qu'elle ne disposait que d'1 ou 2 instants pour décider. Aller de l'avant, franchir les portes, courir vers le quai, embarquer dans ce train vers un avenir possible, ou bien s'arrêter, se détourner, choisir d'aider. Son regard retourna vers l'homme. Il semblait inconscient, la tête tournée vers le mur, une joue contre le bitume sale. Il ne bougeait pas. Son torse se soulevait à peine. Était-il simplement endormi, malade, victime d'une chute? Un frisson d'angoisse parcourut Camille. Si c'était son père, son frère. Elle se mordit l'intérieur de la joue pour ne pas céder à l'émotion. Il n'était rien d'autre qu'un inconnu, et pourtant quelque chose dans sa posture, dans l'abandon de son corps, appelait une réponse. Elle regarda encore une fois sa montre. 16 minutes. Le train ne l'attendrait pas. L'entretien, elle l'avait attendu pendant des semaines. Léa comptait sur elle. Mais pouvait-elle vraiment avancer, feindre de ne pas voir? Tout en elle criait non. Une voix intérieure, profonde, refusait de collaborer avec l'égoïsme ambiant. Camille soupira, s'agenouilla à côté de l'homme, posant prudemment une main sur son épaule. Il était glacé. Sa peau avait cette pâleur grise des gens restés trop longtemps dans le froid. Elle secoua doucement son épaule, l'appela d'une voix hésitante. « Monsieur, vous m'entendez » Pas de réponse. Un souffle faible mais régulier s'échappait de ses lèvres fendillées. Elle sortit son téléphone, les doigts tremblants, et composa le numéro des urgences. Elle expliqua brièvement la situation, donna l'adresse exacte, insistant sur la proximité de la gare. On lui demanda de rester avec lui jusqu'à l'arrivée des secours. Elle acquiesça sans répondre. Autour d'elle, les gens passaient toujours. Certains ralentissaient à peine, d'autres détournaient volontairement les yeux. Personne ne proposa son aide. Camille se retrouva seule au monde, assise à même le sol, tentant de maintenir un peu de chaleur dans la main gelée de cet inconnu. « Vous allez tenir bon », murmura-t-elle sans savoir si elle se parlait à elle-même ou à lui. Le temps s'égrena comme des gouttes d'eau. 15 minutes, 14, 13. Elle entendit enfin une sirène au loin. L'homme remua légèrement la tête, ouvrant un œil à demi. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son n'en sortit. Camille se pencha un peu plus près. « Ne bougez pas, les secours arrivent !» Il tenta de parler, mais sa gorge ne produisit qu'un souffle rauque. Puis il referma les yeux, épuisé. Camille sentit un pincement au cœur. Elle ne connaissait pas son histoire, mais elle savait déjà qu'il avait été seul trop longtemps. L'ambulance arriva à grande vitesse. 2 secouristes en descendirent, se précipitant vers eux. L'un d'eux commença immédiatement à prendre les constantes du patient, pendant que l'autre posait des questions à Camille. « Vous le connaissez » demanda-t-il, en notant quelque chose sur son carnet. « Non, je l'ai trouvé là. » Il ne réagissait pas. « Je n'ai pas pu partir. » Elle ne termina pas sa phrase. Le regard du secouriste se radoucit. Il hocha la tête, visiblement touché par sa présence. Peu de gens auraient appris ce temps-là. Camille se leva lentement, s'éloignant de quelques pas pendant qu'ils installaient l'homme sur une civière. Elle regarda sa montre. Il était 7h18. Le train était parti. Le quai devait être vide, les portes fermées, les rails vides comme sa gorge à présent nouée. Un des secouristes revint vers elle. « Merci pour lui. Il a de la chance que vous soyez passé par là. Vous avez fait le bon choix. » Camille hocha la tête sans conviction. Son bon choix venait de lui coûter la seule chance qu'elle avait de reprendre le contrôle de sa vie. Était-ce vraiment le bon? Était-elle en train de répéter les mêmes erreurs d'abnégation qui l'avaient menée là? Sa poitrine était serrée d'un mélange de colère et de résignation. Elle resta là quelques secondes encore, jusqu'à ce que l'ambulance disparaisse dans le flot de circulation. Autour d'elle, tout continuait. Les passants marchaient, les voitures klaxonnaient, la vie suivait son cours, indifférente.
Elle tourna les talons et entra enfin dans la gare, par réflexe plus que par espoir. L'écran des départs confirma ses craintes. Le prochain train pour Paris partait dans 37 minutes, mais arriverait trop tard. Elle fouilla dans sa poche, retrouva le billet froissé, désormais inutile. Elle resta plantée là, au milieu des voyageurs pressés, une tache d'immobilité dans un monde en mouvement. Elle s'assit sur un banc, le sac posé à ses pieds, les mains croisées sur ses genoux. Son regard se perdit sur les rails. Elle pensa à Léa, à son visage endormi, à la voix de l'assistante sociale, à l'angoisse constante de ne pas suffire. Et maintenant, que restait-il? Elle n'avait plus d'argent pour un autre billet, pas même de quoi acheter un café. Il ne lui restait que ce sentiment confus d'avoir agi juste et d'avoir tout perdu. Son téléphone vibra. Un message automatique. « Nous vous remercions d'avoir choisi notre service. Votre train est parti à l'heure prévue. » Une ironie douloureuse. Camille soupira, puis éteignit son écran. Le jour avançait, mais pour elle, il semblait déjà terminé. Elle se leva lentement, ramassa son sac et sortit de la gare. Le vent s'était levé. Dans les rues de Lyon, elle marcha sans but précis, les pieds douloureux, les pensées en désordre. Chaque pas pesait comme un rappel. Parfois, la bonté avait un prix trop élevé. Et pourtant, malgré la perte, malgré l'incertitude, elle ne regrettait pas. Ce choix, elle l'avait fait les yeux ouverts, parce que même dans la misère, il lui restait quelque chose que personne ne pouvait lui enlever, sa humanité. Camille marchait d'un pas rapide, mais sans réelle direction, les yeux embués, le cœur battant contre sa poitrine, comme pour tenter de faire remonter en elle un peu de courage. Elle longeait les rues de Lyon, frôlant les vitrines sans les voir, ignorant les gens, les voies, les feux de signalisation. Il y avait dans sa démarche une détermination blessée, celle de quelqu'un qui a fait ce qu'il estimait juste, mais qui, en retour, n'a reçu que silence et désillusion. Après quelques minutes d'errance, elle retourna vers la gare. Elle savait qu'il n'y aurait plus rien à faire, mais une infime partie d'elle refusait d'abandonner sans essayer. Peut-être un miracle logistique, un train en retard, un remplacement de dernière minute. Elle consulta l'affichage électronique dès qu'elle entra dans le hall. Le train de 7h17 avait bien quitté Lyon à l'heure exacte. Les suivants indiquaient des arrivées prévues à Paris aux alentours de 11h. Trop tard. L'entretien était programmé à 9h30. Elle aurait déjà dû être dans un taxi, devant le siège de Laurent Industries, en train de respirer profondément avant de franchir les portes vitrées. Elle s'approcha du guichet et attendit patiemment son tour. Devant elle, un homme se plaignait du prix des billets. Une femme discutait des horaires avec une voix agacée. Camille, elle, gardait le silence. Quand enfin ce fut son tour, elle s'adressa à l'agent avec une voix calme mais fatiguée. « Bonjour, est-ce qu'il y a un moyen d'arriver à Paris avant 10h ce matin ?» L'agent consulta son écran, secoua la tête presque aussitôt. « Désolé, madame. Le prochain train direct n'arrive qu'à 10h55. Sinon, avec correspondance, on parle de midi passé. Il n'y a pas de meilleure option. » Camille hocha la tête, sans colère, comme si elle avait déjà entendu cette réponse dans sa tête avant même de la poser. Elle remercia d'un signe de tête, recula lentement et s'éloigna. Elle se retrouva à nouveau dans le hall, perdue au milieu des valises et des annonces sonores, avec l'impression que le monde entier avait une destination sauf elle. Elle trouva un siège libre près d'un distributeur automatique, s'y laissa tomber et fouilla dans son sac à la recherche de son téléphone. Il ne lui restait plus qu'à appeler la réception de Laurent Industries, tenter d'expliquer, demander une nouvelle chance. Peut-être qu'en racontant la vérité, mais que dire exactement? Qu'elle avait trouvé un homme au sol? Qu'elle avait raté son train pour aider un inconnu? Cela paraîtrait noble à certains, ridicule à d'autres. Et si on ne la croyait pas? Elle appela quand même. La ligne décrocha après quelques tonalités. Une voix féminine, polie, professionnelle. « Bonjour, ici la réception de Laurent Industries. Que puis-je faire pour vous ?» Camille inspira profondément. « Bonjour, je m'appelle Camille Moreau. J'avais un entretien prévu ce matin à 9h30 pour le poste d'assistante administrative. J'ai eu un contretemps, un imprévu très sérieux. Je suis désolé, mais je ne pourrai pas arriver à l'heure. Est-ce qu'il serait possible de reprogrammer l'entretien ?» Il y eut un silence, suivi du cliquetis rapide d'un clavier. Madame Moreau, « Oui, vous étiez prévue à 9h30 avec Madame Perrin et Monsieur Langlois. Ils ont un agenda très serré aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il soit possible de… » Camille sentit son estomac se nouer.
Elle voulut insister, mais la voix reprit plus sèche cette fois. « Je vais noter que vous avez annulé pour empêchement. Si jamais une nouvelle session de recrutement est organisée, vous recevrez un email. Mais il n'est pas garanti que le poste reste ouvert. Mais je suis prête à venir quand même, aujourd'hui. Je peux être là vers 11 heures. Je peux expliquer. Je suis désolé, madame, mais les recruteurs ne seront plus disponibles. Merci et bonne journée. » Le ton final ne laissait aucune place à la discussion. Camille resta un instant avec le téléphone collé à l'oreille, même après la tonalité qui annonçait la fin de l'appel. Une larme silencieuse coula le long de sa joue. Elle ne l'essuya pas. Elle resta là, muette, pendant de longues minutes, le regard fixe sur un point abstrait devant elle. Autour d'elle, les gens défilaient. Des hommes en costume, des étudiants en retard, des touristes perdus. Tous allaient quelque part. Elle, non. Elle avait tout misé sur cette journée. Tout construit autour de ce rendez-vous. Elle s'était accrochée jour après jour à l'idée que si elle tenait bon jusqu'à cet entretien, quelque chose finirait par changer. Et maintenant, il n'y avait plus rien à attendre. Elle sortit à nouveau de la gare, les jambes engourdies, la gorge sèche. Elle descendit vers un petit square tout proche, s'assit sur un banc en métal froid. Le soleil commençait à percer entre les nuages, projetant une lumière timide sur les bâtiments. Camille regardait ses mains. Elle tremblait un peu. Elle pensait à Léa, à la promesse silencieuse qu'elle lui avait faite, celle de ne plus jamais la faire dormir dans un lieu aussi étroit, de ne plus jamais lui faire vivre l'angoisse du manque. Elle sortit son CV du sac. Elle l'avait imprimé en plusieurs exemplaires, soigneusement plastifiés. Il semblait presque ridicule maintenant, avec ses lignes bien tapées, ses expériences éparses, ses compétences listées avec espoir. Elle pensa à le jeter dans la poubelle proche, mais se ravisa. Elle le rangea doucement, sans précipitation. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle les mains vides. Elle devait au moins tenter de déposer un exemplaire à l'accueil de Laurent Industries. Montrer qu'elle ne renonçait pas, qu'elle était prête à tout recommencer. Elle prit un ticket de métro avec les quelques pièces qui lui restaient et se dirigea vers la ligne qui menait au siège de l'entreprise. Le trajet lui sembla long, comme si chaque station ajoutait du poids à son sac et de lassitude à ses épaules. Lorsqu'elle arriva enfin devant l'imposant bâtiment de verre et d'acier, elle se sentit minuscule. Une employée en tailleur entra devant elle, badge autour du cou, allure assurée. Camille inspira profondément et poussa la porte. À l'accueil, elle trouva une réceptionniste souriante mais occupée. « Bonjour, je suis Camille Moreau. J'avais un entretien ce matin, mais j'ai eu un contretemps. Je voulais tout de même déposer mon CV. Est-ce que vous pourriez le transmettre au responsable du recrutement, s'il vous plaît ?» La réceptionniste prit le document, le consulta brièvement, puis le rangea dans un dossier. « Très bien, Madame Moreau. Je vais le transmettre à qui de droit. Merci. » Elle n'ajouta rien, consciente qu'insister ne changerait rien. Elle remercia une seconde fois, fit demi-tour et sortit dans la lumière du jour. Ses pas résonnaient plus lentement qu'au matin. Elle n'avait plus d'énergie pour courir. Elle s'éloigna sans se retourner, persuadée que tout était terminé. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'au même moment, dans un couloir éloigné de cette même entreprise, un homme venait de prononcer son prénom, et que cette fois, ce n'était pas par hasard. Camille descendit les marches du siège de Laurent Industries avec la sensation que chaque degré l'éloignait davantage de la possibilité d'une nouvelle vie. Le vent était plus froid que ce matin-là, ou peut-être était-ce seulement le vide intérieur qui rendait tout plus tranchant. Elle s'éloigna du bâtiment à petits pas, tentant de ne pas laisser son chagrin prendre le dessus, mais chaque mètre parcouru semblait peser lourdement sur ses épaules. Elle s'arrêta à l'angle d'une rue, dos au bâtiment, et s'autorisa un instant de faiblesse. Elle s'adossa à un mur, baissa les yeux vers le trottoir et laissa une larme tomber sans résister. Elle venait de remettre son dernier espoir entre les mains d'une réceptionniste, dans un geste presque symbolique, comme si elle déposait un adieu soigneusement plié. Rien ne garantissait que quelqu'un lirait ce CV, encore moins qu'on lui accorderait une seconde chance. Malgré la tension dans sa gorge, elle sortit son téléphone pour vérifier si un message, un appel ou un email avait été reçu. Rien. Aucun appel manqué. Aucune notification. Seulement le fond d'écran figé de Léa, souriante, prise un jour d'été au parc, avant que les choses ne deviennent aussi difficiles. Elle se rappela de la nounou, de la promesse de rentrer tôt et de l'argent qu'elle n'avait plus pour la payer aujourd'hui. Elle se força à reprendre sa marche, non pas parce qu'elle avait une destination, mais
parce qu'elle ne supportait pas l'idée de rester figée dans ce carrefour entre l'échec et l'humiliation. Elle retourna au métro, la carte vide de ses derniers centimes. Elle se résigna à marcher. Lyon n'était pas Paris, les distances n'étaient pas infranchissables, mais chaque pas semblait une punition lente. Elle arriva devant l'immeuble décrépit où elle vivait, salua mécaniquement la voisine qui gardait Léa et monta les escaliers comme on monte vers un verdict. Léa courut vers elle dès qu'elle ouvrit la porte. Camille s'agenouilla, la serra fort dans ses bras. L'odeur de la petite fille, ses bras autour de son cou, furent les seuls instants de soulagement dans cette journée qui n'en offrait aucun autre. Elle n'expliqua rien à Léa. Elle se contenta de sourire, de répondre aux questions par des mots vagues et de lui préparer un goûter avec ce qu'il restait dans le placard. L'après-midi s'écoula dans un silence pesant. Camille, assise à la table, la tête entre les mains, fixait un carnet où elle avait noté toutes ses démarches de recherche d'emploi. C'était une colonne de dates, de noms d'entreprise, de postes, de réponses négatives, d'emails sans retour. Aujourd'hui devait être une exception. Aujourd'hui devait être la lumière au bout du tunnel. Mais ce tunnel semblait ne pas avoir de fin. Pendant ce temps, dans un étage calme et lumineux de Laurent Industries, un nom était prononcé dans un bureau isolé. Étienne Laurent, vêtu simplement, s'était installé sans formalité dans la salle de réunion qu'il utilisait parfois pour fuir le protocole de son propre bureau. Il avait demandé à parler à l'équipe de sécurité en toute discrétion. « Vous avez des images des alentours de l'entrée ce matin ?» Le chef de la sécurité, surpris, lui montra les enregistrements. Étienne observa avec attention la scène d'une femme agenouillée près d'un homme allongé. Il agrandit l'image, reconnut son propre visage mal rasé, presque méconnaissable sous la saleté et les vêtements qu'il avait portés pour son observation matinale. Puis, il vit la femme, son visage inquiet, ses gestes calmes, sa décision de s'agenouiller malgré les regards indifférents autour d'elle. Il sut alors que c'était elle, la seule personne ce jour-là à ne pas avoir détourné le regard. « Vous pouvez me dire son nom ?» demanda-t-il. Elle n'a pas donné son nom sur place. « Mais, attendez. Il y a eu une femme qui est venue déposer un CV en fin de matinée. Je peux vérifier les caméras de l'accueil. » Quelques minutes plus tard, la confirmation tomba. Camille Moreau. Elle n'était pas venue mendier une nouvelle chance. Elle n'avait pas cherché à s'imposer. Elle avait juste laissé son dossier comme un dernier acte de dignité. Étienne observa la vidéo encore une fois. L'humilité dans sa posture, l'absence de plainte, le calme résigné dans ses yeux. Il resta silencieux un moment, puis déclara simplement « Je veux qu'on la contacte, demain matin. Dites-lui qu'elle doit revenir. Ne donnez pas trop de détails, juste qu'on souhaite la voir. » L'employé de sécurité hocha la tête, un peu dérouté, mais ne posa pas de questions. Étienne Laurent était connu pour ses méthodes peu orthodoxes, mais toujours efficaces. Ce que personne ne savait, c'est qu'il avait l'habitude de temps à autre de descendre dans la rue sous couverture pour observer les comportements. Il ne croyait pas uniquement au diplôme ou à l'expérience, mais aux gestes, à ce que les gens faisaient lorsqu'ils pensaient que personne ne regardait. Ce jour-là, il avait besoin de voir par lui-même, et Camille lui avait donné une réponse sans dire un mot. De retour chez elle, Camille avait couché Léa. Elle s'était installée dans le silence, une tasse de thé froid entre les mains. Elle fixait le mur sans vraiment le voir. L'idée que tout pouvait s'arrêter là l'épuisait. Elle se sentait comme un bateau sans voile, ballotté au gré des décisions d'inconnus. Et pourtant, à cet instant précis, quelque chose s'était mis en mouvement. Une décision avait été prise sans qu'elle le sache. Elle ne se doutait pas que le lendemain, une voix téléphonique viendrait perturber son quotidien avec une invitation qu'elle n'attendait plus. Mais ce soir-là, elle ne rêvait pas. Elle se contentait de survivre, en silence, dans ce petit appartement où chaque centimètre parlait de lutte. Elle alla se coucher sans conviction, les muscles douloureux, la tête lourde. Elle ne s'endormit pas tout de suite. Le sommeil mettait du temps à venir, comme toujours après les journées trop pleines d'espoir déçu. Elle regarda Léa dormir, le visage calme. Puis elle ferma les yeux, sans savoir que le jour suivant ne ressemblerait à aucun autre. Le lendemain matin, Camille se réveilla avant même que le réveil ne sonne. Elle ouvrit les yeux sur l'obscurité tiède de la pièce, encore enveloppée du souffle régulier de Léa qui dormait paisiblement contre elle. Le silence était épais, presque pesant. Elle resta allongée quelques minutes,
les bras repliés sur sa poitrine, les yeux fixés au plafond. Aucun rêve ne lui avait laissé de traces, juste une sensation d'épuisement, de vide, et cette douleur sourde dans le ventre, celle qu'on ressent quand on sait qu'on a tout donné pour rien. Elle se leva sans bruit, attrapa un vieux gilet, marcha pieds nus jusqu'à la petite cuisine. Le carrelage froid la fit frissonner. Elle mit de l'eau à bouillir, sortit 2 tasses, une pour elle, une pour la nounou, puis s'arrêta, la main suspendue, réalisant qu'il ne lui restait plus de café, ni de thé, juste un peu de sucre et un fond de lait. Elle reposa les tasses, soupira et se servit un verre d'eau. Tout dans ce matin lui semblait fade, comme si la lumière elle-même refusait d'entrer dans l'appartement. Léa se réveilla peu après. Camille l'habilla avec tendresse, lui noua les lacets, brossa ses cheveux en silence. Elle évitait de croiser le regard de l'enfant, par crainte de laisser transparaître le poids de son échec. Mais Léa, sans poser de questions, posa doucement sa main sur la sienne au moment de partir. Ce simple geste suffit à faire monter les larmes aux yeux de Camille, qu'elle ravala aussitôt. Elle confia Léa à la voisine, lui promit de revenir avant midi, puis descendit dans la rue, sans réelle destination. Elle décida de marcher un peu, simplement pour ne pas rester enfermée. Elle traversa plusieurs rues, sans but précis, observant les devantures fermées, les volets encore tirés, les commerçants qui commençaient à ouvrir. Un moment, elle se retrouva devant une boulangerie. Elle hésita, sortit ses dernières pièces de monnaie et entra pour acheter un petit pain au chocolat. C'était tout ce qu'elle pouvait s'offrir, mais au moins, cela remplissait un peu ce matin vide. Elle s'installa sur un banc dans un petit square désert, les jambes croisées, le regard perdu dans le va-et-vient d'un pigeon maladroit qui picorait au sol. Chaque miette de la viennoiserie qu'elle portait à sa bouche lui rappelait la fragilité de son quotidien. Elle songea à retourner voir d'autres entreprises, à déposer son CV de nouveau, mais la lassitude la paralysait. Elle n'avait pas l'énergie de recommencer tout de suite. Vers 9h20, alors qu'elle s'apprêtait à rentrer, son téléphone vibra dans sa poche. Le numéro affiché était inconnu. Elle faillit ignorer l'appel, persuadée qu'il s'agissait d'une publicité ou d'un rappel automatique. Mais une impulsion lui fit décrocher. « Allô ? Bonjour, Madame Moreau ? Camille Moreau ?» La voix était calme, posée, masculine. Elle ne la reconnut pas immédiatement. « Oui, c'est moi. Bonjour, ici l'accueil de Laurent Industries. Nous avons reçu votre CV hier et on nous a demandé de vous contacter. Est-ce que vous seriez disponible aujourd'hui pour revenir au siège ? Idéalement en fin de matinée. » Camille se redressa instinctivement sur le banc, le cœur battant à tout rompre. « Oui, bien sûr, je suis disponible. »« Parfait. Merci de vous présenter à l'accueil à 11h. Une personne vous y attendra. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ?» Un petit silence suivit, puis la voix reprit avec cette même politesse maîtrisée. « Je n'ai pas plus d'informations. On m'a juste demandé de vous appeler personnellement. »« D'accord. Merci. J'y serai. » Elle raccrocha, resta quelques secondes figée, le téléphone encore collé à l'oreille. Était-ce une erreur ? Une forme de politesse administrative ? Une tentative de rattrapage formel ? Ou bien quelqu'un avait-il réellement lu son CV et jugé bon de la rencontrer malgré tout ? Elle ne savait pas, et étrangement, elle n'essaya pas de trop y réfléchir. Elle bondit du banc, jeta l'emballage vide à la poubelle et se mit à marcher d'un pas rapide vers chez elle. Il lui fallait se changer, trouver une tenue présentable, se recoiffer, préparer Léa à une garde un peu plus longue. Le cœur battant, elle remonta les escaliers de son immeuble avec une vivacité qui l'avait quittée la veille. Quelque chose avait changé. Même si elle ne comprenait pas quoi, elle refusait de le laisser lui échapper. Chez elle, elle opta pour la même chemise qu'elle avait portée la veille, soigneusement repassée, et un pantalon simple mais propre. Elle se coiffa rapidement, attacha ses cheveux en chignon bas, se maquilla à peine, juste pour atténuer les cernes de la nuit. Elle prépara un sac pour Léa, la prévint qu'elle resterait un peu plus longtemps chez la nounou et lui fit promettre de bien se tenir. Elle quitta l'appartement à 10h10, prit le métro, descendit quelques stations plus tard, puis termina le trajet à pied. À mesure qu'elle approchait du siège de Laurent Industries, son pas ralentissait. L'inquiétude remontait. Elle tenta de respirer calmement, de se rappeler qu'elle n'avait rien à perdre. Après tout, la veille, elle croyait déjà avoir tout perdu. À 10h57, elle poussa les portes de verre et s'avança vers le comptoir d'accueil. La même réceptionniste que la veille
leva les yeux et esquissa un sourire professionnel. « Bonjour, Madame Moreau. Une personne va venir vous chercher dans un instant. Vous pouvez patienter dans le salon, là-bas à droite. » Camille s'assit sur un des fauteuils, le dos droit, les mains posées sur les genoux. Elle ne toucha pas au magazine sur la table basse. Son regard passait d'un cadre à l'autre, des œuvres modernes accrochées au mur aux grandes baies vitrées donnant sur la ville. Son cœur battait à un rythme étrange, oscillant entre appréhension et espoir. Elle attendit 10 minutes, puis une porte s'ouvrit au fond du couloir. Elle se leva, prête à suivre quiconque viendrait l'appeler. Une femme en tailleur traversa l'espace sans s'arrêter. Un homme en costume passa sans la regarder. Enfin, une employée jeune, habillée simplement, s'approcha d'elle. « Madame Moreau ?»« Oui. Bonjour. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Monsieur Laurent souhaite vous recevoir en salle de réunion. » Camille sentit son estomac se contracter. Le nom résonna dans sa tête. Étienne Laurent, le dirigeant lui-même. Pourquoi voudrait-il la voir? Elle se leva, suivit la jeune femme sans poser de questions et s'enfonça dans le couloir vitré qui menait aux salles de réunion. Chaque pas résonnait dans le silence poli des lieux. Elle inspira profondément avant de franchir la porte. Ce qu'elle allait découvrir dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. La pièce dans laquelle Camille entra était bien différente de ce qu'elle s'attendait à voir. Elle imaginait un grand bureau impersonnel, froid et strict, avec des murs blancs couverts de diplômes ou des tableaux abstraits. Pourtant, la salle était modeste, presque chaleureuse. Une grande table en bois clair, quelques chaises, une lumière douce filtrant par les stores partiellement ouverts. Rien d'impressionnant, mais tout respirait la sobriété maîtrisée. Elle hésita un instant sur le seuil, attendant qu'on lui indique où s'asseoir. La jeune employée qui l'avait accompagnée lui fit un signe discret et referma la porte derrière elle, la laissant seule dans un silence qui la mettait mal à l'aise. Camille s'approcha lentement de la table, s'assit sans bruit, posa son sac à côté de sa chaise et croisa les mains sur ses genoux. Elle n'osait pas trop bouger. L'étrangeté de la situation la rendait plus nerveuse encore que lors d'un entretien classique. Elle ne savait toujours pas pourquoi elle avait été convoquée, ni qui exactement allait la recevoir. Le nom « Monsieur Laurent » résonnait encore dans son esprit, lourd de signification. Étienne Laurent, fondateur et PDG de Laurent Industries. Un nom qu'elle avait lu dans les journaux économiques, qu'elle avait vu associé à des projets d'envergure, des chiffres impressionnants, des conférences internationales. Un nom qu'elle n'aurait jamais cru lié, de près ou de loin, à son propre parcours. Les minutes passèrent sans qu'elle puisse les compter avec précision. Puis, soudain, la porte s'ouvrit à nouveau. Elle tourna la tête, prête à se lever. Ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Un homme entra, habillé simplement mais avec élégance. Pantalon beige, chemise claire, veste en tweed. Son visage était propre, rasé de près. Ses cheveux bruns, légèrement ondulés, étaient peignés vers l'arrière. Il avait une allure calme, posée, presque familière. Mais ce n'est qu'en croisant son regard que Camille comprit. Ce n'était pas un inconnu, c'était lui, l'homme de la rue, celui qu'elle avait trouvé inanimé sur le trottoir, que personne ne voulait aider. Celui dont elle avait tenu la main, appelé les secours, attendu l'ambulance. Celui pour qui elle avait perdu son train, son entretien, son espoir. Il ferma la porte derrière lui, s'approcha de la table et tira lentement une chaise en face d'elle. Camille, stupéfaite, ne parvenait pas à bouger, ni même à parler. Elle ouvrit la bouche, la referma. Ce n'est qu'au moment où il s'assit et qu'il plongea ses yeux dans les siens qu'elle entendit sa voix. « Bonjour, Madame Moreau. Je suis Étienne Laurent. » Il y eut un silence brutal. Les mots semblaient de flotter entre eux, suspendus dans l'air. Camille sentit son souffle se bloquer, ses pensées s'éparpiller. Elle ne comprenait pas. Ce devait être une erreur, une mauvaise blague. Comment cet homme pouvait-il être le PDG? Comment pouvait-il être à la fois ce sans-abri sale et ce dirigeant propre et serein? « Je crois que je vous dois des excuses, » reprit-il doucement, « et des explications. » Camille hocha la tête, sans parvenir à articuler une seule syllabe. Elle n'avait jamais vécu de moment aussi déroutant. Elle se sentait projetée hors d'elle-même, comme si elle regardait une scène de film dont elle était à la fois spectatrice et actrice malgré elle. Ce que vous avez vu hier n'était pas un hasard ni un piège. C'est une chose que je fais depuis quelques années. J'ai commencé après avoir compris que les compétences sur le papier ne disent pas toujours tout d'une personne.
Ce que je cherche parfois, ce sont les gestes, les réactions face à l'imprévu, la façon dont une personne traite un inconnu, sans rien à gagner. Hier, vous avez fait un choix difficile. Vous avez choisi d'aider, et vous l'avez fait sans attendre quoi que ce soit en retour. Il marqua une pause, laissa ces mots s'installer doucement dans l'espace entre eux. Camille, toujours figée, commençait à comprendre, du moins à entrevoir la logique étrange de cette histoire. Mais elle n'était pas encore prête à y croire pleinement. « Je comprends que cela puisse vous choquer », ajouta-t-il. « Je ne m'attendais pas non plus à une situation aussi extrême. Je n'aurais jamais pensé que vous alliez rater votre train, mais je ne peux pas ignorer ce que vous avez fait. Vous avez fait preuve de courage, d'empathie, d'une droiture rare, et cela pour moi vaut plus que n'importe quelle lettre de motivation. » Camille reprit enfin assez de contrôle sur elle-même pour murmurer « Mais vous étiez dans la rue. Vous aviez l'air... Vraiment, j'étais sale, je sais. J'étais méconnaissable. C'est volontaire. Quand je fais cela, je veux disparaître dans la foule, être invisible, voir ce que les gens font quand personne ne regarde. Et vous faites ça souvent? Une fois par mois, parfois moins. Je change de ville, de quartier, de posture. Je n'en parle à personne ici. Même la majorité de mes collaborateurs l'ignorent. Ce n'est pas un test officiel, ce n'est pas un programme structuré. C'est une manière de rester connecté à la réalité, aux gens, à ce qu'on oublie trop souvent, dans les hautes sphères. Camille secoua légèrement la tête, encore perdue dans le flot de révélations. Elle n'arrivait pas à poser toutes les questions qui lui venaient, tant elles étaient nombreuses. Une d'entre elles s'imposa, malgré tout. « Pourquoi moi? Pourquoi me faire venir ici ?» Étienne la regarda longuement, avec une expression difficile à décrypter. Il posa ses mains à plat sur la table, puis répondit d'un ton calme mais ferme « Parce que vous n'êtes pas ici pour obtenir une deuxième chance. Vous êtes ici parce que je veux travailler avec vous. Parce que vous avez démontré quelque chose que personne d'autre n'a montré ce jour-là. Et je pense que vous avez votre place ici, à Laurent Industries. Pas comme simple candidate, mais comme actrice d'un projet important. » Camille recula légèrement sur sa chaise, surprise par l'intensité de la déclaration. Elle n'osa pas y croire trop vite. Elle avait trop souvent été déçue pour se laisser emporter par une lueur aussi soudaine. Mais elle vit dans les yeux d'Étienne une sincérité brutale, simple, dénuée de mise en scène. Elle inspira lentement, et pour la première fois depuis des semaines, elle sentit une sensation différente dans sa poitrine, un début d'élan. Ce qu'elle avait cru être une humiliation la veille était peut-être en train de devenir le tournant de sa vie. Elle n'était plus simplement une femme en quête d'un poste, elle était une femme que l'on avait vue, entendue et considérée. Pas pour son parcours scolaire, pas pour son réseau, mais pour ce qu'elle était fondamentalement. Camille garda le silence encore un moment. Mais dans son regard, quelque chose avait changé. Elle n'avait plus peur. Et elle savait qu'à présent, les questions importantes allaient enfin pouvoir commencer. Camille resta quelques secondes silencieuse, cherchant dans son esprit les mots justes pour répondre à ce qu'elle venait d'entendre. Elle n'était pas seulement surprise par l'identité réelle d'Étienne Laurent ou par la raison de sa convocation. Ce qui la déstabilisait le plus, c'était l'idée que l'entretien qu'elle avait tant attendu, préparé et idéalisé n'avait jamais réellement eu lieu. Il avait été remplacé par un moment imprévu dans la rue, une rencontre qu'elle n'aurait jamais imaginée comme un test, encore moins comme une passerelle vers quelque chose de plus grand. Elle se redressa légèrement sur sa chaise, toujours méfiante, encore incapable de croire que tout cela ne finirait pas par s'effondrer. Étienne Laurent, en face d'elle, gardait une posture calme, les mains croisées sur la table, le regard fixe mais bienveillant. Il semblait comprendre parfaitement le tumulte intérieur qu'elle vivait. « J'imagine que cela vous semble invraisemblable, » dit-il d'une voix posée. « Je ne vous demande pas de tout accepter immédiatement, mais je tiens à vous expliquer pourquoi je fais cela. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une mise en scène. Ce que j'ai vu hier, ce que vous avez fait, pour moi, cela a une valeur inestimable. » Il se leva lentement, fit quelques pas dans la pièce, comme s'il cherchait ses mots dans l'espace. Il ne parlait pas comme un dirigeant habitué au discours bien rodé. Il semblait sincère, presque vulnérable. Camille l'observait, intriguée malgré elle. « Il y a des années, j'ai lancé un programme interne pour tenter de redéfinir notre manière de recruter. Je voulais sortir du moule classique, des entretiens formatés, des lettres de motivation copiées-collées. J'ai commencé à m'intéresser aux qualités humaines avant les compétences techniques.
Bien sûr, les deux sont importantes, mais pour certains postes, ce sont les valeurs. L'attitude face aux autres, la capacité à faire le bon choix dans l'adversité qui prime. Il se tourna vers elle, les mains dans les poches, son regard toujours fixé sur elle. L'idée de descendre dans la rue m'est venue après une expérience personnelle. Un soir, j'étais en costume, en retard pour une réunion, et j'ai vu un homme âgé tomber sur le trottoir. J'ai hésité. J'ai regardé l'heure. Puis je suis passé à côté. Je suis allé à ma réunion. Elle s'est bien passée. Mais je n'ai jamais oublié cet instant. Ni la honte qui m'a pris en me regardant dans le miroir le lendemain. Depuis ce jour, j'ai décidé que je ne voulais plus jamais me retrouver de l'autre côté du choix. Camille l'écoutait en silence, touchée malgré elle par la franchise du récit. Elle ne s'attendait pas à ce que cet homme, perçu comme un modèle de réussite, partage une faiblesse aussi intime. Cela rendait ses paroles plus vraies, plus humaines. Je n'ai jamais médiatisé cette démarche. Je ne la rends publique dans aucun rapport d'entreprise, aucun communiqué. C'est quelque chose de personnel. Mais ce que vous avez fait hier, Madame Moreau, m'a rappelé pourquoi je continue à le faire. Vous avez sacrifié une opportunité vitale, non pas par stratégie ou intérêt, mais parce que vous avez vu quelqu'un au sol et que vous avez choisi de ne pas détourner les yeux. Il revint vers la table, se rassit lentement face à elle. Vous êtes la seule à vous être arrêtée ce jour-là, sur des dizaines de passants, des gens bien habillés, pressés, cultivés, diplômés. Vous qui aviez un entretien important, un train à prendre, une fille à élever seule, vous avez pris le temps de vous agenouiller, de me parler, d'attendre l'ambulance, sans rien attendre en retour. Cela, je ne peux pas l'ignorer. Camille sentit sa gorge se nouer. Elle voulait répondre, mais les mots lui échappaient. Ce qu'elle avait fait la veille lui semblait banal, naturel. Elle n'avait pas pensé à bien faire ou mal faire. Elle avait juste agi selon sa conscience. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était que ce geste-là serait vu, compris, valorisé. « Je ne suis pas là pour vous flatter ou vous faire un cadeau », continua Étienne. « Je suis ici pour vous proposer quelque chose de réel. Vous n'avez pas besoin de passer un autre entretien. Vous n'avez rien à prouver. Vous avez déjà prouvé l'essentiel. Ce que je vous propose maintenant, c'est de rejoindre l'entreprise. Pas pour occuper un poste vide, mais pour en créer un à votre image. » Camille fronça légèrement les sourcils. « Créer un poste ? Oui, je veux lancer une nouvelle initiative. Un programme pilote de réinsertion professionnelle pour des personnes sans domicile fixe. Je veux que quelqu'un qui comprend réellement cette réalité en soit la coordinatrice. Pas un expert en gestion, pas un consultant externe. Une personne capable de parler avec cœur, de bâtir des ponts, de tendre la main comme vous l'avez fait. J'ai vu en vous cette capacité, ce regard sur l'autre, et je pense que vous êtes la personne idéale pour porter ce projet. » Camille se redressa incrédule. Le mot « coordinatrice » lui paraissait trop grand, trop sérieux, trop éloigné de sa réalité. Elle pensa à ses études interrompues, à ses expériences en petits contrats, à son dossier de surendettement. Elle pensa aussi à Léa, à leur nuit dans un canapé déplié, à la peur de voir les services sociaux frapper à sa porte. « Je ne sais pas si je suis capable. »« Vous l'êtes » affirma Étienne sans hésitation. « Vous n'avez peut-être pas de diplôme dans le domaine, mais vous avez ce que peu de gens ont. Une vraie conscience de ce que c'est que de se battre chaque jour pour exister. Et si vous acceptez, vous ne serez pas seul. Nous vous formerons, nous vous accompagnerons. Vous aurez une équipe, mais ce programme, je veux qu'il naisse avec vous, qu'il porte votre vision. » Camille sentit un vertige. Elle n'était pas préparée à une telle proposition. Elle était venue avec l'idée d'une éventuelle seconde chance, d'un poste administratif quelconque. Elle se retrouvait face à une responsabilité qui dépassait tout ce qu'elle avait osé imaginer. Une opportunité, mais aussi un défi immense. Pourtant, au fond d'elle, une voix murmurait qu'il fallait oser, qu'il fallait au moins essayer. « Je vais avoir besoin d'un peu de temps pour y réfléchir », murmura-t-elle, honnêtement. « Bien sûr », répondit Étienne en souriant légèrement. « Prenez le temps qu'il vous faut. Mais sachez une chose, ce que vous avez fait hier a déjà changé quelque chose. Pour moi, pour cette entreprise, et peut-être bientôt pour d'autres. » Il se leva, lui tendit la main. Camille la serra, encore un peu tremblante. Elle se leva à son tour, la tête pleine, le cœur lourd d'émotions contradictoires. Elle quitta la pièce sans se retourner, consciente qu'une porte venait de s'ouvrir. Une vraie. Une qui ne se refermerait pas si facilement. Et pour la première fois depuis longtemps, elle avait le choix. Le sien.
Camille descendit les étages du siège de Laurent Industries d'un pas lent, encore étourdie par ce qu'elle venait de vivre. Elle marchait comme dans un rêve, les jambes molles, l'esprit embué, incapable d'organiser ce qu'elle ressentait. Les mots d'Étienne Laurent résonnaient encore dans sa tête. Ce programme, je veux qu'il naisse avec vous. Elle avait cru à un geste de charité, une manière élégante de réparer un préjudice, de compenser une injustice qu'elle-même n'avait pas cherché à corriger. Mais ce qu'il lui avait offert allait bien au-delà. Ce n'était pas une faveur, c'était un véritable pari. Un poste inventé, conçu autour de son profil, de son vécu, de ses valeurs. Une fonction stratégique tournée vers la responsabilité sociale avec des moyens concrets et un objectif humain. Elle s'arrêta un moment près de la sortie principale, fit semblant de regarder son téléphone pour se donner une contenance, puis s'adossa au mur le plus proche. Elle se sentait exposée, comme si chacun des employés qui passaient près d'elle pouvait lire en elle le chaos d'émotions qui l'habitait. Une partie d'elle voulait fuir, reprendre le métro, rentrer chez elle, s'effondrer sur le canapé et pleurer jusqu'à l'épuisement. Une autre, plus sourde, plus profonde, voulait rester, entrer dans ce monde qui lui tendait la main et enfin reconstruire sa vie. Elle décida de ne pas s'enfuir. Elle sortit du bâtiment, respira un bon coup, puis marcha jusqu'au parc le plus proche. Elle s'assit sur un banc à l'ombre, le bruit lointain de la circulation couvrant le tumulte de ses pensées. Elle repensa à tout ce qui l'avait menée jusque-là, à la rupture avec le père de Léa, à la spirale de précarité, aux nuits blanches à chercher des solutions, aux démarches humiliantes, aux dossiers rejetés, aux entretiens avortés, et puis à ce matin-là, où elle avait choisi d'aider un inconnu croyant perdre sa dernière chance, alors qu'elle ouvrait sans le savoir la porte à une nouvelle vie. Mais ce n'était pas encore une victoire. Rien n'était acquis. Elle devait choisir. Et surtout, elle devait croire qu'elle en était capable. Elle rentra chez elle plus tard dans l'après-midi. Léa jouait tranquillement avec la nounou, qui la salua d'un regard curieux, mais ne posa pas de questions. Camille remercia la voisine, laissa quelques pièces en guise de remerciement, puis s'agenouilla près de sa fille. Elle l'embrassa doucement, caressa ses cheveux, et se demanda comment lui expliquer ce qui venait de se passer. Mais Léa, comme toujours, posa la bonne question. « Maman, t'as trouvé un travail ?» Camille hésita. Elle regarda dans les yeux de l'enfant toute l'innocence du monde, toute la confiance du monde aussi. « Peut-être bien, » répondit-elle doucement. « Un travail un peu spécial. » Elle ne dit rien de plus. Elle n'avait pas encore les mots. Le soir venu, une fois Léa couchée, Camille s'installa à la table, sortit un cahier vierge et commença à écrire. Elle nota tout ce qu'Étienne lui avait dit. Puis, ligne après ligne, elle esquissa les contours du programme proposé. Elle nota des idées, des exemples, des obstacles possibles. Elle réfléchit à ce qu'elle pourrait apporter, à comment organiser le projet, à quel partenaire contacter. Elle écrivit jusqu'à ce que sa main lui fasse mal, pas pour se convaincre d'accepter, mais pour prouver à elle-même qu'elle pouvait le faire. Le lendemain, elle rappela le siège. Elle demanda à parler à la secrétaire d'Étienne Laurent. Elle se présenta, expliqua qu'elle souhaitait lui faire parvenir un document. L'employé fut poli, prit son adresse e-mail. Camille envoya un fichier qu'elle avait nommé « Première réflexion pour une initiative de réinsertion sociale ». Camille Moreau. Elle n'avait pas dormi de la nuit, mais elle avait relu son texte 3 fois. Chaque mot était pesé, chaque proposition soutenue par un exemple concret. Le soir même, elle reçut une réponse. Une invitation à revenir au siège pour signer un contrat de mission temporaire, avec période d'essai, mais aussi avec un budget alloué, une équipe restreinte, un bureau personnel. Elle aurait le titre de coordinatrice de projet social, pilote insertion. C'était réel. Ce n'était pas un coup de communication. Ce n'était pas un élan de pitié. C'était un poste. Les premiers jours furent intenses. Elle découvrit les locaux autrement, cette fois de l'intérieur. Elle fut accueillie sans cérémonie, avec quelques regards curieux mais globalement polis. On lui présenta 2 collaborateurs avec qui elle travaillerait, un chargé de partenariat et une assistante logistique. Tous 2 semblaient jeunes, dynamiques, mais aussi un peu perplexes sur son rôle. Elle sentit tout de suite qu'elle allait devoir prouver sa légitimité. Elle commença par écouter. Elle prit des notes, beaucoup. Elle visita des centres d'hébergement, des associations locales, interrogea des intervenants sociaux. Elle voulait comprendre avant de construire. Étienne lui laissa une autonomie quasi totale,
tout en restant disponible. Ils se croisèrent à plusieurs reprises dans les couloirs. Il la saluait toujours avec discrétion, parfois un mot d'encouragement, mais jamais d'intervention autoritaire. Il respectait la frontière entre la confiance et l'ingérence. Camille travailla tard, souvent après que les autres soient partis. Elle rentrait fatiguée mais animée. Elle savait qu'elle ne pourrait pas tout changer en un mois, mais elle sentait qu'on l'écoutait, qu'on lui laissait sa chance. Elle avait des comptes à rendre, bien sûr, mais elle sentait qu'elle était là pour agir, pas pour décorer. Un matin, en arrivant, elle trouva sur son bureau un mot manuscrit, signé par Étienne. « Votre proposition est brillante. Continuez. Je crois en votre vision. » Qu'elle le rangea dans son sac sans rien dire. Mais ce jour-là, elle entra dans la réunion avec une assurance nouvelle. Elle prit la parole, défendit ses idées, proposa des actions concrètes. Et pour la première fois, elle sentit que les gens autour de la table l'écoutaient vraiment. Pas comme une erreur administrative promue par caprice du patron, mais comme une femme compétente, engagée, capable de porter une mission. Ce jour-là, en sortant, elle marcha dans les couloirs avec une démarche différente. Ce n'était pas encore de la fierté, mais c'était un début. Les semaines passèrent à une vitesse que Camille n'aurait jamais pu anticiper. Chaque jour apportait son lot de défis, de réunions, de décisions à prendre, d'imprévus à gérer. Mais au lieu de l'épuiser, cette agitation lui donnait de l'élan. Pour la première fois depuis longtemps, elle se réveillait le matin avec une raison claire de se lever, une direction. Léa, de son côté, semblait plus sereine. L'appartement restait modeste, mais il avait retrouvé une forme de stabilité. La nounou, devenue une alliée précieuse, remarquait elle aussi le changement dans l'attitude de Camille. Elle se tenait plus droite, parlait avec plus d'assurance, prenait des décisions plus rapidement. Quelque chose en elle s'était mis à se reconstruire. Au bureau, le programme pilote prenait forme. Camille avait défini un plan d'action sur 6 mois, avec des objectifs concrets. Intégrer un premier groupe de 5 anciens sans-abri dans des postes à temps partiel au sein de l'entreprise, leur offrir une formation, un accompagnement psychologique, un suivi administratif. Elle avait convaincu plusieurs départements internes de participer, obtenu la coopération du service juridique pour sécuriser les contrats et établi un partenariat solide avec 2 associations locales. Tout cela sans chercher à briller, sans jamais jouer la carte de la victime repêchée par un patron compatissant. Elle construisait simplement, avec sérieux, méthode et une volonté de faire. Un matin, alors qu'elle classait des dossiers dans son bureau, elle reçut un message de la direction. Étienne Laurent souhaitait la voir en fin de journée. Ce n'était pas une demande inhabituelle, mais cette fois, le ton du message était différent, presque personnel. Camille, sans savoir pourquoi, sentit une certaine tension s'installer en elle. Elle passa la journée à terminer ses tâches avec rigueur, tentant de ne pas y penser, mais à mesure que l'heure approchait, son appréhension grandissait. À 17 heures précises, elle frappa à la porte du bureau d'Étienne. Il l'invita à entrer, l'accueillit avec un sourire calme et lui désigna un fauteuil en face de son bureau, plus petit et plus intime que ce qu'elle avait imaginé pour un PDG. Aucune trace de luxe ostentatoire. Juste quelques livres bien rangés, un bureau épuré, et sur le mur du fond, une photographie ancienne en noir et blanc qui attira immédiatement son attention. « Vous êtes en avance », dit-il simplement. « J'aime prendre de l'avance sur les imprévus », répondit-elle en souriant légèrement. Il acquiesça, posa son stylo, puis suivit son regard vers la photo. « C'est ma mère. Le cliché a été pris en 1968 dans le quartier populaire de Belleville, à Paris. Elle élevait seule 3 enfants. Mon père est mort quand j'avais 5 ans. Elle faisait des ménages dans des bureaux la nuit et gardait des enfants la journée. » Camille tourna lentement la tête vers lui, surprise. Elle n'avait jamais entendu parler de cette partie de son histoire. Les médias ne mentionnaient jamais ce passé. Étienne Laurent était présenté comme un homme d'affaires redoutable, un visionnaire du monde industriel, mais très peu de choses personnelles filtraient sur lui. « Je n'ai jamais raconté cela à la presse », poursuivit-il. « Ce n'est pas par honte, c'est par respect pour elle. Elle détestait qu'on utilise son histoire pour enjoliver la réussite des autres. Mais vous, je crois que vous comprendrez. » Il se leva, décrocha la photo du mur, la posa doucement sur la table entre eux. Une femme au regard intense, vêtue simplement, tenant un enfant dans chaque bras. Un troisième, plus grand, l'embrassait sur la joue. Camille sentit un frisson remonter dans son dos. L'image, bien que datée,
lui rappelait sa propre réalité. La fatigue dans les yeux de cette femme, la force silencieuse dans son maintien, c'était le reflet de ce qu'elle avait vécu, elle aussi. C'est elle qui m'a appris la valeur du travail, mais surtout celle des choix. Elle me disait toujours « Ce que tu fais quand personne ne regarde, c'est ce que tu es vraiment. C'est rester. C'est aussi pour cela que je fais ce que je fais dans la rue. Je ne cherche pas des héros. Je cherche des gens vrais. » Camille resta silencieuse, le regard toujours fixé sur la photo. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux, mais les contint. Elle ne voulait pas pleurer, pas ici. Mais elle se sentit profondément touchée, presque déstabilisée. Elle comprenait maintenant ce lien invisible entre elle et lui. Ce n'était pas une identification de surface, ni une projection romantique d'une success story. C'était un ancrage réel, une reconnaissance d'expériences partagées. Vous n'avez jamais pensé à parler de ça publiquement, pour inspirer d'autres personnes? J'y ai pensé, mais on vit dans un monde où l'émotion se vend. Et je ne veux pas que l'histoire de ma mère devienne un outil de marketing. Elle mérite mieux. Mais avec vous, c'est différent, parce que vous avez vécu des choses similaires, parce que vous savez ce que c'est que de compter chaque centime, de supplier sans le montrer, d'endurer pour ne pas flancher. Camille hocha lentement la tête. Elle comprenait, mieux que quiconque. Et dans cet instant suspendu, un sentiment nouveau s'installa entre eux. Pas de la compassion, ni de la gratitude. Quelque chose de plus profond, le respect. Celui qui naît quand deux existences opposées en apparence découvrent une racine commune. « Merci de partager cela avec moi, dit-elle enfin, la voix légèrement rauque. Je ne pensais pas que vous aviez connu cela. C'est souvent ce qu'on croit, que les gens comme moi viennent d'un autre monde. Mais les apparences mentent, tout comme les CV. Et c'est pour cela que je crois en vous, Camille. Parce que vous avez une histoire, parce que vous êtes capable de comprendre ceux qu'on n'écoute pas. » Ils parlèrent encore quelques minutes. Rien de stratégique, rien de calculé. Juste deux personnes qui échangeaient, sans hiérarchie ni formalité. Puis Camille se leva, rendit la photo avec précaution. Étienne la raccrocha au mur. Elle lui tendit la main. Il la serra avec force, comme un sceau silencieux d'une alliance qui allait bien au-delà du professionnel. En quittant le bureau, Camille se sentit différente, pas comme une employée validée, pas comme une élue, mais comme une femme enfin reconnue pour ce qu'elle avait traversé. Elle ne portait plus seule son passé. Quelqu'un d'autre l'avait compris. Et à partir de ce jour-là, ce passé ne serait plus un fardeau, mais une force. Les jours qui suivirent la conversation avec Étienne Laurent furent marqués par un changement d'état d'esprit chez Camille. Elle abordait son travail avec une assurance nouvelle, plus ancrée, comme si les doutes qu'elle traînait depuis des semaines s'étaient tassés sous le poids d'une conviction intime. Elle méritait d'être là. Pas comme une passagère clandestine ou une invitée de circonstance, mais comme une professionnelle à part entière, capable de tenir un projet, de le faire croître et d'y mettre une empreinte personnelle. Pourtant, cette conviction ne suffisait pas à effacer la réalité du terrain. Très vite, Camille se heurta à des résistances, des regards en coin, des silences trop prolongés lors des réunions, et surtout à une forme de méfiance qu'elle n'avait pas anticipée. Elle avait cru naïvement que le soutien d'Étienne Laurent suffirait à lui ouvrir les portes de la collaboration, mais au sein même de l'entreprise, tout le monde ne voyait pas son arrivée d'un bon œil. Certains pensaient qu'elle avait été parachutée sans mériter sa place. D'autres murmuraient qu'elle était un coup de cœur du PDG, un caprice de riche à la recherche d'histoires édifiantes. Les plus cruels la réduisaient à une ex-chômeuse promue par pitié. Parmi ceux qui montraient le plus de réticence figurait Anne-Caroline Dupuis, directrice des ressources humaines. Femme stricte, toujours impeccable, visage fermé et ton tranchant, elle incarnait tout ce que Camille avait appris à redouter dans le monde professionnel. L'intransigeance, le contrôle de l'image, la méfiance envers ce qui sort du cadre. Dès leur première rencontre, le ton avait été posé. « Je comprends que M. Laurent vous ait confié cette mission, mais ici, chacun doit justifier sa place, » dit Anne-Caroline d'un ton neutre, presque clinique. « Vous êtes sur un projet expérimental. À vous de prouver qu'il peut avoir un impact réel. Nous ne fonctionnons pas à l'intuition. Nous fonctionnons avec des résultats. » Camille avait simplement répondu par un hochement de tête. Elle n'avait pas besoin de longs discours. Elle savait. Elle avait toujours dû prouver sa valeur. Elle avait toujours commencé plus bas que les autres, et cela ne l'avait jamais empêchée d'avancer. Ce que cette femme n'avait pas compris,
c'est que Camille était forgée par l'épreuve, pas par la validation extérieure. Mais le climat restait lourd. Certains collègues évitaient de l'inviter à des réunions. D'autres ne répondaient pas à ses mails ou renvoyaient la responsabilité à d'autres services. L'équipe qui lui avait été assignée se montrait correcte mais distante, exécutant les tâches sans jamais proposer d'initiative. Camille se sentait cernée par une forme de passivité hostile. Elle était là, mais pas encore admise. Elle tenta plusieurs fois d'ouvrir le dialogue, de partager l'avancement du programme, de proposer des points de coordination avec d'autres projets internes. Les retours étaient polis mais tièdes. Ce fut lors d'un comité de pilotage mensuel que les tensions devinrent visibles. Autour de la grande table, plusieurs responsables de service présentèrent leurs chiffres. Lorsque vint le tour de Camille, elle exposa brièvement le bilan du mois écoulé. 2 bénéficiaires déjà intégrés, 3 autres en cours de processus, des retours encourageants des associations partenaires, mais aussi des obstacles logistiques et humains à résoudre. Elle termina en proposant un atelier transversal pour sensibiliser les employés aux réalités de l'exclusion sociale. Anne-Caroline prit la parole immédiatement après. Ce type d'initiative, bien que noble dans son intention, ne doit pas détourner nos équipes de leurs objectifs principaux. La sensibilisation est une chose, mais nous avons des délais, des livrables, des contraintes opérationnelles. Il ne faudrait pas que cela devienne une diversion. Un silence pesant suivit. Camille sentit tous les regards converger vers elle. Elle savait qu'on attendait sa réaction. Elle pouvait se taire, laisser passer ou bien répondre. Elle choisit de parler, calmement. Il ne s'agit pas de distraire qui que ce soit. Il s'agit d'enrichir notre culture d'entreprise, de créer un environnement où chaque employé comprend pourquoi et pour qui il travaille. L'impact social n'est pas une charge, c'est une responsabilité, et c'est aussi un levier de motivation et de fidélisation. Anne-Caroline esquissa un sourire pincé. Encore faut-il que les équipes en voient les bénéfices concrets. Ils les verront si nous leur en donnons les moyens. La discussion ne s'envenima pas davantage, mais le message était passé. Camille ne se laisserait pas démonter. Elle avait pris sa place à cette table, et elle comptait bien la conserver. Le soir, elle rentra chez elle épuisée. Léa jouait sur le tapis du salon, insouciante, chantonnant un air qu'elle avait entendu à l'école. Camille s'assit près d'elle, l'écouta un instant puis ferma les yeux. Ce n'était pas l'opposition d'Anne-Caroline qui l'inquiétait, c'était la peur de ne pas aller assez vite, de ne pas convaincre à temps. Le programme devait prouver sa valeur rapidement, sinon il serait abandonné comme tant d'autres bonnes idées avant lui. Mais elle ne baissa pas les bras. Le lendemain, elle convoqua une réunion avec son équipe. Elle leur exposa un projet pilote concret, une semaine d'intégration interne de 2 bénéficiaires avec tutorat volontaire par des employés de différents services. Elle proposa une méthode d'évaluation, des outils de suivi et des indicateurs précis. Cette fois, elle ne demanda pas, elle dirigea. Certains la regardèrent avec surprise, d'autres avec prudence. Mais personne ne refusa. Et pour la première fois, elle sentit qu'un frémissement avait lieu. Ce n'était pas encore un soutien franc. Mais ce n'était plus de la résistance. Camille comprenait mieux que jamais que sa réussite ne dépendrait pas seulement de son travail. Elle devrait transformer la perception, démontrer par l'exemple que l'humanité n'était pas un luxe dans l'entreprise, mais une force. Et qu'elle, Camille Moreau, n'était pas un accident de parcours. Elle était une réponse à un besoin que personne n'avait encore osé formuler. Lorsque le projet pilote proposé par Camille fut officiellement lancé, une nouvelle dynamique se mit lentement en place au sein de Laurent Industries. Pourtant, les premiers jours furent encore teintés de scepticisme. Les employés sélectionnés pour parrainer les bénéficiaires du programme l'avaient accepté plus par curiosité ou sur ordre indirect que par conviction profonde. Camille le savait, elle l'acceptait. Elle n'attendait pas des conversions immédiates, mais des occasions concrètes de renverser les préjugés. Elle s'était engagée à démontrer que la réinsertion n'était pas un simple slogan, mais une stratégie d'avenir. Le programme prévoyait une semaine d'intégration complète, durant laquelle 2 bénéficiaires, Jérôme et Faïza, seraient accueillis dans 2 services différents, accompagnés au quotidien, observés sans jugement et formés aux tâches élémentaires de bureau. Cathy avait préparé un protocole précis, distribué des fiches d'évaluation, organisé des séances de feedback et prévu une réunion de clôture ouverte à tous les collaborateurs concernés. Dès le premier jour, les résistances se manifestèrent de façon subtile mais claire.
Certains employés se plaignaient du temps perdu, d'autres se contentaient de tolérer les nouveaux venus sans vraiment interagir. Dans les couloirs, Camille entendit quelques remarques désobligeantes, glissées à mi-voix, comme si la simple présence de ces personnes abîmées par la vie remettait en question l'image propre et compétente que l'entreprise voulait projeter. Mais elle ne répondit à aucune provocation. Elle continua à observer, à noter, à encourager ceux qui faisaient un effort. Elle passait du temps avec Jérôme et Faiza, écoutait leurs impressions, ajustait les consignes, apaisait leurs doutes. Elle savait que ce qui était en jeu dépassait leur simple parcours. C'était une bataille contre l'indifférence, contre l'arrogance silencieuse qui dévalorise sans mot dire. Ce fut au 3e jour que tout bascula. La scène eut lieu dans une salle de pause, en fin de matinée. Camille venait de terminer une réunion quand une collègue l'arrêta en urgence. Quelque chose s'était produit. Lorsqu'elle arriva sur place, elle trouva une dizaine de personnes rassemblées autour de Jérôme, debout face à Anne-Caroline Dupuis. La directrice des ressources humaines, bras croisés, visiblement agacée, venait de formuler une remarque qui avait glacé l'assemblée. « Ce n'est pas une œuvre caritative ici. Nous avons une image à maintenir, et je pense qu'il y a des limites à ce qu'on peut tolérer. » Jérôme, qui venait de renverser accidentellement une tasse de café sur un dossier, tentait de se justifier, les mains tremblantes, le visage cramoisi. Il bredouillait des excuses, visiblement désarmé. Camille comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas seulement de la maladresse d'un instant. Il s'agissait d'un rejet, d'un rappel brutal qu'il n'était pas à sa place. Camille s'avança, se plaça entre Anne-Caroline et Jérôme, puis prit la parole d'une voix ferme mais maîtrisée. « Il n'y a pas de tolérance à avoir, Madame Dupuis. Il y a des engagements à respecter. Ce programme a été validé par la direction. Chaque participant a droit à l'erreur, comme n'importe quel collaborateur. Et votre remarque n'a rien à voir avec une exigence de qualité. C'est une forme d'humiliation que je ne laisserai pas passer. » Un silence s'abattit sur la pièce. Certains baissèrent les yeux, d'autres observaient, surpris par la prise de position de Camille. Mais elle ne s'arrêta pas là. Elle se tourna vers Jérôme, lui posa une main légère sur l'épaule. « Vous n'avez rien à vous reprocher. Ce genre d'incident arrive à tout le monde. Vous allez nettoyer le dossier et je m'occuperai de réimprimer ce qui doit l'être. Vous êtes ici pour apprendre, pas pour être parfait. Et vous êtes ici avec ma confiance. » Jérôme acquiesça, les yeux brillants. Il n'osa pas parler. Anne-Caroline, elle, resta immobile quelques secondes, puis quitta la salle sans un mot. Camille, elle, resta debout au milieu de la pièce, consciente d'avoir franchi une ligne. Elle venait d'imposer une nouvelle règle, celle du respect sans condition. L'après-midi, les échos de l'incident s'étaient déjà répandus. Plusieurs employés vinrent la voir discrètement, lui exprimant leur soutien, voire leur regret de ne pas avoir réagi plus tôt. L'un d'eux, du service informatique, lui dit même « Ce que vous avez fait ce matin, ça m'a remis les idées en place. On s'est tous demandé ce que vous faisiez ici. Maintenant, on sait. Le lendemain, les choses avaient changé. Les regards dans les couloirs n'étaient plus les mêmes. Les échanges devenaient plus naturels. Des salariés proposèrent spontanément de parrainer les prochains bénéficiaires. On lui demanda même si elle pouvait organiser une présentation pour expliquer le projet à l'ensemble du personnel. La réunion de clôture, prévue initialement pour une poignée de participants, réunit finalement une trentaine de personnes. Camille y présenta les résultats de la semaine, les progrès de Jérôme et Faiza, les ajustements nécessaires, mais surtout les leçons tirées. Elle parla du besoin d'inclure autrement, de reconnaître que le potentiel ne se mesure pas uniquement au passé, mais aussi à la capacité de se relever. À la fin de la réunion, Étienne Laurent entra discrètement dans la salle. Il n'avait rien annoncé. Il écouta en silence la fin de l'intervention de Camille, se plaça au fond sans se faire remarquer. Quand elle termina, des applaudissements sincères s'élevèrent. Rien de spectaculaire, mais suffisant pour que Camille comprenne qu'elle avait franchi un cap. Elle n'était plus une inconnue placée là par faveur. Elle était devenue une référence, une voix légitime. En sortant de la salle, Étienne s'approcha d'elle et lui dit simplement « Vous avez fait mieux que prouver. Vous avez transformé. » Camille ne répondit pas tout de suite. Elle regarda autour d'elle, vit Jérôme discuter avec 2 employés du service commercial, Faiza rire avec une assistante administrative. Puis, elle tourna les yeux vers Étienne. « Je n'ai fait que mon travail. Non, Camille, vous avez changé des mentalités. Et c'est ce qu'aucune fiche de poste ne pourra jamais décrire. » Elle hocha la tête, sans triomphalisme. Ce jour-là, elle comprit que le courage,
Ce n'était pas de parler quand tout le monde écoute. C'était de parler quand personne ne veut entendre. Et ce courage, elle l'avait eu. À mesure que les semaines passaient, les effets concrets du projet pilote se faisaient de plus en plus visibles au sein de Laurent Industries. Ce qui avait commencé comme une expérimentation fragile, portée à bout de bras par Camille, prenait désormais la forme d'une initiative solide, structurée, intégrée à la dynamique de l'entreprise. La direction générale avait décidé de prolonger le programme, d'allouer un budget plus conséquent pour l'année suivante et surtout d'élargir son périmètre à d'autres sites du groupe. Ce tournant fut officialisé lors d'une réunion stratégique où Camille, désormais considérée comme une actrice centrale, présenta les résultats de la première phase avec une maîtrise incontestable. À aucun moment elle n'avait cherché à se mettre en avant. Elle avait toujours insisté sur le travail collectif, les efforts conjoints des partenaires associatifs, des équipes internes et surtout des bénéficiaires eux-mêmes. Mais les faits étaient là. Elle était à l'origine de cette réussite. Elle en avait porté la vision, structuré le cadre, animé les échanges, corrigé les erreurs et défendu les principes jusque dans les moments les plus tendus. L'entreprise ne pouvait plus ignorer son rôle ni le réduire à une anecdote inspirante. Un article paru dans la presse économique relatant le succès de cette initiative sociale inédite. Le nom de Camille y figurait en bonne place, non comme une ancienne assistée devenue employée, mais comme une responsable de projet ayant su concilier engagement humain et efficacité opérationnelle. On y parlait de méthode, d'indicateurs, de retours mesurables. Rien de misérabiliste, rien de sensationnaliste, juste le récit factuel d'une femme qui avait pris sa place dans un monde qui ne l'attendait pas. Camille reçut, dans les jours qui suivirent, plusieurs messages de personnes qu'elle avait croisées autrefois, dans des contextes bien différents. Une ancienne collègue de son précédent emploi, une éducatrice de centre social, une camarade de formation abandonnée. Tous disèrent la même chose. « On est fiers de toi ». Elle les lisait le soir, après avoir couché Léa dans ce petit salon qu'elle n'aurait jamais imaginé habiter quelques mois plus tôt. Car oui, les choses avaient changé aussi dans sa vie personnelle. Grâce à son nouveau contrat à durée indéterminée, à la stabilité financière retrouvée et à l'accompagnement juridique proposé par le cabinet de l'entreprise, elle avait pu trouver un appartement plus spacieux, situé dans un quartier calme, avec une école à proximité. Léa disposait désormais de sa propre chambre, peinte en vert clair, décorée de dessins qu'elle ramenait fièrement chaque semaine. La cuisine était petite mais lumineuse, et dans le séjour, Camille avait enfin accroché des photos sur les murs. Leur vie n'était pas luxueuse, mais elle avait retrouvé sa dignité. Le moment le plus marquant de cette reconstruction fut sans doute l'audience au tribunal pour la garde de Léa. Pendant des mois, Camille avait vécu avec l'angoisse de perdre sa fille en raison de ses conditions de vie jugées précaires. Malgré sa dévotion, malgré tous ses efforts, les institutions avaient maintenu une surveillance rapprochée. L'assistante sociale en charge du dossier s'était rendue plusieurs fois à leur domicile, avait mené des entretiens, consulté les comptes, analysé les fréquentations. Camille avait coopéré à chaque étape, sans jamais se plaindre, sans jamais se plaindre. Le jour de l'audience, elle se présenta seule, vêtue sobrement, dossier en main, déterminée à défendre ce qu'elle avait reconstruit. Elle ne se lança dans aucun discours émotionnel. Elle présenta des faits, son contrat, son logement, les bulletins scolaires de Léa, les attestations de la nounou, les lettres de recommandation de ses supérieurs. Elle parla de son quotidien, de ses horaires, de l'équilibre qu'elle s'efforçait de maintenir entre sa vie de mère et ses responsabilités professionnelles. Le juge, un homme à l'air fatigué mais attentif, l'écouta avec soin. L'assistante sociale confirma les progrès, souligna la stabilité retrouvée, insista sur l'évolution visible de Camille, non seulement en termes de conditions matérielles, mais aussi de posture parentale. À la fin de l'audience, le juge prononça la restitution totale de la garde, levant toutes les restrictions antérieures. Camille ressortit du tribunal avec les jambes tremblantes. Elle n'avait pas pleuré dans la salle, mais une fois dehors, dans la cour silencieuse, elle laissa les larmes couler. Ce n'était pas de la tristesse, ni même de la joie. C'était une libération. Un fardeau invisible qu'elle portait depuis trop longtemps venait enfin de tomber. Elle n'avait plus à prouver qu'elle était une bonne mère. Elle pouvait simplement l'être. Quelques jours plus tard, Étienne Laurent l'invita dans son bureau pour un entretien informel. Il la félicita pour le succès du programme, lui parla des perspectives d'extension
mais lui fit aussi une proposition inattendue, représenter Laurent Industries lors d'un congrès international sur la responsabilité sociale des entreprises qui se tiendrait à Bruxelles dans 2 mois. Camille le regarda d'abord incrédule. « Vous êtes sûr que c'est moi que vous voulez envoyer ?» demanda-t-elle, presque gênée. « Absolument. Vous incarnez ce que nous avons réalisé. Vous avez porté cette idée jusqu'à la transformer en projet concret. Et surtout, vous savez de quoi vous parlez. Vous ne répétez pas un discours. Vous le vivez. » Camille accepta, pas pour briller, ni pour voyager, mais parce que cette proposition confirmait ce qu'elle avait désormais compris. Elle n'était plus une exception, elle était une référence. Sa parole avait du poids, son expérience avait de la valeur. Le soir, elle raconta à Léa qu'elle allait bientôt partir quelques jours à l'étranger pour parler de son travail. L'enfant, les yeux grands ouverts, l'écoutait avec admiration. « Tu vas dans un autre pays? C'est comme une aventure ?»« Oui, » répondit Camille en souriant. « Une aventure, mais sans dragon. Juste des gens qui écoutent. » Léa hocha la tête très sérieusement, puis déclara « Alors tu dois leur dire que t'as pas peur, parce que t'es forte. » Camille la prit dans ses bras. Elle repensa à tout ce qu'elles avaient traversé, à toutes les nuits où elle s'était demandé comment tenir encore un jour de plus. Et à ce moment précis, dans cette étreinte silencieuse, elle sut que cette force dont parlait sa fille, elle ne l'avait pas inventée. Elle l'avait forgée, jour après jour, épreuve après épreuve, et maintenant, enfin, elle en faisait quelque chose. Le mois suivant fut marqué par une série d'événements qui vinrent clore un cycle, comme si la vie, dans sa logique discrète mais implacable, avait décidé de faire de Camille Moreau un point d'équilibre entre 2 mondes. D'un côté, celui qu'elle avait quitté, précaire, incertain, éreintant, et de l'autre, celui qu'elle construisait désormais, avec méthode, exigence et surtout avec une lucidité qu'aucune formation ne lui aurait jamais enseignée. Son départ pour Bruxelles fut discret. Elle n'en parla qu'à peu de gens au bureau, évitant toute démonstration inutile. Elle considérait cette invitation non comme une consécration, mais comme une continuité logique de son engagement. Lorsqu'elle monta dans le train en direction de la capitale belge, elle n'emportait pas seulement ses documents et ses notes. Elle emportait une part de toutes les histoires croisées au cours des derniers mois. Celle de Jérôme, réintégré à un poste permanent. Celle de Faïza, qui avait repris contact avec sa famille grâce au programme. Celle des employés sceptiques, qui peu à peu avaient modifié leur regard sur l'exclusion. À Bruxelles, Camille parla devant une assemblée de dirigeants, de chercheurs, d'acteurs associatifs et de fonctionnaires européens. Elle ne récita aucun discours écrit. Elle parla comme elle avait toujours parlé, avec précision, avec clarté, sans détour. Elle expliqua comment une entreprise pouvait passer de la théorie à l'action, comment les ressources humaines pouvaient redevenir vraiment humaines, comment les décisions stratégiques pouvaient intégrer la fragilité sans la travestir. Elle ne demanda pas l'admiration. Elle proposa une méthode. Elle souleva des questions. Elle cita des résultats. Et surtout, elle montra que derrière chaque indicateur, il y avait des visages. À la fin de son intervention, une brève salve d'applaudissements suivit. Elle ne resta pas pour la réception. Elle préféra rentrer à son hôtel, appeler Léa, lui raconter que la salle était grande, qu'il y avait des gens en costume et des micros sur la table, et que tout s'était bien passé. L'enfant lui demanda si elle avait eu peur. Camille sourit. Un peu. Mais c'est normal d'avoir peur quand on fait quelque chose d'important. De retour à Lyon, une semaine plus tard, elle décida de faire quelque chose qu'elle remettait depuis longtemps, revenir à la gare où tout avait commencé. Elle voulait marcher sur les traces de ce matin-là, celui où elle avait raté le train pour aider un homme étendu sur le trottoir, sans savoir que ce geste déclencherait une réaction en chaîne qui bouleverserait sa trajectoire. Ce n'était pas de la nostalgie, c'était une façon de mesurer la distance parcourue. Elle descendit à l'arrêt habituel, retraversa le trottoir, observa les vitrines. Rien n'avait changé. Les passants pressés, les cafés tièdes dans les mains, les annonces ferroviaires répétées. Mais elle avait changé. Et c'est dans ce contraste qu'elle prit conscience de l'ampleur du mouvement. Ce lieu, autrefois témoin de son désespoir, devenait aujourd'hui le miroir de sa résilience. Elle s'arrêta quelques mètres avant l'entrée principale de la gare. Là, précisément là, se trouvait l'endroit où elle avait vu Étienne Laurent, allongé, inerte, méconnaissable. Elle s'en souvenait comme si c'était hier.
les visages des passants détournés, le froid du matin, l'urgence dans sa gorge. Et soudain, comme portée par une ironie douce du réel, elle vit une silhouette, au sol, vacillante. Un homme, manifestement en difficulté, assis contre le mur, les jambes repliées, les bras tremblants. Personne ne s'arrêtait. Camille regarda autour d'elle. Elle avait le choix. Elle pouvait continuer son chemin, cette fois en tant que femme accomplie, professionnelle respectée, mère stabilisée. Elle pouvait justifier son indifférence par la prudence, par le fait qu'on ne peut pas toujours aider. Mais elle ne bougea pas, elle s'approcha, lentement, naturellement, comme elle l'avait fait ce matin-là. « Monsieur, vous avez besoin d'aide ?» L'homme leva les yeux, surpris. Il bredouilla quelques mots confus. Camille s'accroupit, lui parla doucement, appela une assistance, attendit à ses côtés. Elle n'était plus la même femme qu'autrefois. Mais ce geste, lui, n'avait pas changé. Elle n'aidait pas parce que c'était son rôle. Elle aidait parce que c'était en elle. Et aucune promotion, aucune reconnaissance, aucun article ne pourrait remplacer cette part d'elle-même. Lorsque l'ambulance arriva, elle s'assura que l'homme serait pris en charge, puis se releva, s'éloigna calmement, reprit sa marche. Elle n'avait rien fait d'extraordinaire. Elle avait juste prolongé un fil invisible entre ce qu'elle était et ce qu'elle devenait. Un fil fait de choix, de constance, de fidélité à une éthique intérieure. Elle arriva à la sortie de la gare, tourna à gauche, puis descendit vers la station de métro. Léa l'attendait. Le soir, elles dîneraient ensemble, parleraient de tout et de rien, riraient peut-être d'une blague d'école ou d'une maladresse en cuisine. Camille ne voulait pas faire de sa réussite un étendard. Elle voulait juste qu'elle devienne la base d'un quotidien paisible, juste, ouvert. Sur le quai du métro, elle se regarda dans la vitre sombre d'un panneau publicitaire. Elle y vit une femme droite, les épaules solides, les yeux clairs. Ce n'était plus une survivante, c'était une bâtisseuse. Pas d'illusion, pas de posture héroïque, juste quelqu'un qui avait refusé de se perdre, et qui, en restant fidèle à ce qu'elle était, avait trouvé plus que sa place, une mission. Alors que les portes s'ouvraient, elle entra, s'assit, regarda par la fenêtre. La ville défilait, familière, rude, belle parfois. Et dans ce mouvement, elle se sentit, pour la première fois depuis longtemps, exactement là où elle devait être, ni en avance, ni en retard, juste à sa place, enfin.